Tous, hein, donc, et bienvenue pour notre cinquième séance de ce webinaire, hein, qu'on co-organise la chaire Ville et Numérique de Sciences Po, que je représente avec le PUCA, représenté donc par François Ménard. Et donc l'objectif, hein, de ce webinaire général, c'est un peu d'interroger la transition numérique sur les territoires à partir de plusieurs angles et de plusieurs aspects. Et la séance d'aujourd'hui, en fait, elle est consacrée donc à la modernisation des administrations, la transformation des administrations par le numérique. Ça nous a semblé un angle particulièrement intéressant, hein, puisque le numérique, sous la bannière du numérique, on assiste aujourd'hui à des mouvements un petit peu de transformation de l'action publique, de modernisation des administrations, des modes de faire, qui prend différentes formes, hein, que ce soit autant au niveau de l'État central, mais aussi dans les collectivités. Donc, il y a eu quelques années de littérature, notamment sur la question de l'État plateforme, des startups d'État, ou encore même de l'open data ou de la smart city, qui seraient un peu des nouveaux modes qui permettraient de changer les manières de travailler, de piloter l'action publique, de conduire l'action publique, et qui transformeraient aussi les relations entre les acteurs de l'action publique, mais aussi au sein des administrations, hein, selon aussi les entrepreneurs de cause qui s'en emparent au sein des administrations. Et donc, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que la place de la technologie en tant que telle dans ces mouvements de modernisation est plus ou moins importante, puisque même sous la bannière du numérique et du terme de start-up d'État, il n'y a pas forcément toujours des questions technologiques, en tout cas au premier plan, mais en tout cas, on voit qu'il y a un mouvement de transformation et de modernisation qui s'inscrit sous cette bannière du numérique. Et donc, pour interroger ce mouvement, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir deux jeunes chercheurs qui sont doctorants, donc Carole Anne Tisseron, qui est doctorante au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines, et qui réalise une thèse en partenariat avec la région Île-de-France sur le programme Smart Région, qu'elle nous présentera, hein, qui interroge les relations à l'usager et à la participation citoyenne au travers de cette bannière Smart Région. Et ensuite, on aura une présentation donc de Jean-Baptiste Chambon, qui réalise une thèse au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, et qui, lui, travaille sur la question de la donnée et de la modernisation des administrations municipales, en comparant Paris et Londres, pour comprendre un peu les différentes transformations et comment elles s'inscrivent institutionnellement et territorialement. Et donc, pour discuter et puis présenter d'une manière un peu plus opérationnelle également, avec un regard plus opérationnel, ces deux présentations de chercheurs. On a le plaisir aussi donc d'avoir Déborah Hautement, qui travaille au sein de la région Nouvelle-Aquitaine en tant que déléguée régionale à la transformation, au pilotage et à la modernisation. Si j'ai bien le titre en entier, et donc qui depuis 5 ans au sein de la région, et donc qui nous présentera donc le point de vue sur ce sujet au point de vue de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme d'habitude, on aura une 15-20 minutes de présentation par chacun des chercheurs, et puis ensuite une petite dizaine de minutes de reprise, retour pour compléter par Déborah, et ensuite donc un temps d'échange et de discussion avec vous. N'hésitez pas à donc, poser vos questions dans le chat de discussion publique au fur et à mesure, et on les reprendra à la fin. Carole Anne, si vous voulez Merci. commencer. Donc d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je vais vous parler des reconfigurations de la participation citoyenne et de la figure du citoyen dans un projet de Smart Territoire, et plus précisément dans le projet Smart Région de la région Île-de-France. Donc il faut savoir que la région Île-de-France a pour ambition de devenir la première Smart Région d'Europe. Donc elle a lancé pour ça son programme Smart Région en 2018. Et ce programme, il est composé d'un certain nombre de projets, de programmes, dont deux gros programmes dont je vais vous parler un peu plus en détail aujourd'hui, qui ont été tous les deux lancés aux alentours de fin 2019. Donc le programme Île-de-France Smart Service, qui en bref renvoie à une plateforme de services numériques
construit sur la base de jeux de données qui ont été mutualisés entre la région et ses partenaires publics et privés. Donc ce sont des smart services, pour reprendre les termes de mes acteurs, qui ont été, là encore pour reprendre leurs termes, co-construits avec les partenaires. On a un autre programme partenarial qui s'appelle Construire au futur, habiter le futur. Donc là, c'est un programme où la région L2 est chef de file, avec 120 partenaires publics-privés, dont à peu près la moitié portent des actions, donc des projets autour de la construction de l'habitat. Et ce programme, il est déployé dans le cadre d'un programme national d'innovation qui s'appelle Territoire d'innovation. Ces deux programmes ont plusieurs points communs. Déjà, le fait que ce sont des programmes qui réunissent un certain nombre de partenaires publics et privés, et ensuite un certain impératif de co-construction dans l'innovation, avec l'idée que dans l'ensemble de ces programmes, il faut, que ce soit pour la région ou pour ses partenaires, co-construire, impliquer l'ensemble des franciliens, pour citer mes acteurs. Donc l'ensemble des franciliens renvoie aux acteurs publics, privés et aux citoyens. Donc j'ai étudié ce terrain-là, un peu plus le programme Construire au futur, habiter le futur d'ailleurs, à l'occasion de ma thèse CIFRE au sein de la région, et plus précisément de la direction Smart Région, de l'équipe Smart Région. Et donc ce que je vais vous présenter là, ça se base essentiellement sur des observations, de discussions, de débats qu'il y a pu avoir, observation du travail de production d'un certain nombre de documents aussi, et analyse documentaire principalement, sur la période 2020-2022. Donc, cet impératif de co-construction dans l'innovation peut poser un certain nombre de questions. Déjà, pourquoi impliquer le citoyen est présenté comme indispensable à l'innovation? Quels sont les instruments de participation pour le Smart Territoire? Et finalement, en quoi ça reconfigure à la fois la figure du citoyen et les acteurs, les intermédiaires de la participation dans l'innovation. Donc je vais traiter ces trois questions une à une. Ça va me permettre d'exposer des choses assez concrètes sur comment ça se passe, quels sont les arguments mobilisés, ce genre de choses. Et puis ça me permettra aussi de faire mon point sur les reconfigurations du citoyen, de la participation, qui est le point que je fais un peu plus dans ma thèse. Donc d'abord, pourquoi co-construire ? Alors, il faut savoir que l'équipe Smart Région a déployé un certain nombre d'arguments pour justifier le recours à la co-construction, et notamment des arguments qui visaient à convaincre les partenaires de co-construire, puisque c'était pas forcément évident, a priori, d'inciter les acteurs, y compris publics, les partenaires, y compris privés, de co-construire avec les citoyens. Donc un certain nombre d'arguments ont été mis en avant. Je vais passer un petit peu vite là-dessus. D'abord, l'idée qu'en fait, la co-construction, ça permet d'échanger, de produire des informations. Donc ça, c'est assez évident quand vous allez à la rencontre de vos usagers, des citoyens qui seront usagers des produits ou des services que vous développez. Vous pouvez obtenir un certain nombre d'informations, de données, pour reprendre leurs termes, sur les citoyens, leur mode de consommation, leur mode de vie, ce dont ils ont besoin, etc. Et puis, vous pouvez aussi communiquer un petit peu sur votre propre structure, votre propre projet. Donc, il y a un partage d'informations dans les moments de co-construction. La co-construction, ça favorise aussi l'acceptation et l'appropriation des produits et des services, puisque ça permet déjà de développer quelque chose d'un peu plus pertinent, donc de mieux toucher sa cible ou son marché, pour reprendre leurs termes. Et ça permet aussi de gagner un peu plus la confiance des citoyens, surtout quand il s'agit de développer des services qui utilisent leurs données. Donc co-construire avec les citoyens et en plus auprès de la région Île-de-France, c'est d'une certaine façon un gage pour s'assurer la confiance des citoyens. Et puis il y a des arguments du type rentabilité et coût évité. Donc là aussi assez classique quand on parle d'impliquer les citoyens, mais l'idée que en fait en connaissant, en identifiant leurs besoins, on a plus de chances de développer quelque chose d'assez pertinent et d'éviter des coûts liés par exemple à des développements de produits ou de fonctionnalités qui sont complètement inutiles. En fait, ce qui est intéressant dans l'ensemble de ces discours, c'est le fait que là on ne défend pas l'implication des citoyens dans l'innovation pour des motifs qu'on pourrait juger démocratiques, ou enfin assez classiques auxquels on pourrait s'attendre, mais là on présente le citoyen donc à la fois comme un consommateur, un usager, mais aussi
un contributeur, un innovateur potentiel et un créateur de valeur. Ce qui est assez en ligne en fait avec ce qui se fait depuis plusieurs années, que ce soit en France ou à l'échelle européenne. On essaye de pousser les acteurs à impliquer les citoyens dans l'innovation avec une vocation productive en fait. Donc une fois qu'on a vu pourquoi co-construire, la question se pose de savoir comment co-construire et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour co-construire. Là encore, les dispositifs qui sont proposés, les instruments de participation qui sont proposés sont des instruments qui sont jugés adaptés, adéquats pour des projets d'innovation. Donc on n'est pas sur des dispositifs de démocratie participative un peu classique, type réunion avec les citoyens, ce genre de choses, que la Smart Région, de toute façon, ne souhaite pas mettre en œuvre, parce que ça ne correspond pas à sa vision de l'implication. Donc on se retrouve avec différents types d'instruments. Je vais vous en présenter deux. Un qui est l'atelier de co-construction, qui est l'instrument le plus vraiment utilisé, le plus réfléchi, le plus élaboré au sein de la Smart Région. Et un autre qui a été seulement évoqué dans certains débats, certaines discussions, mais que je trouvais intéressant pour le webinaire d'aujourd'hui et aussi intéressant pour ce qu'il met en avant, c'est la plateforme de co-construction de demain. Donc très rapidement, l'atelier de co-construction, c'est, en bref, je pense que vous avez tous déjà vu des ateliers, c'est un moment où on réunit des participants pour produire des idées, produire des informations. En général, on les met sur des post-it, on organise tout ça, par exemple, pour trouver l'idée d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Ça se passe sur un temps relativement court, et puis l'atelier est facilement réplicable à tout moment et à différents endroits, donc ça fait un instrument assez pratique qui repose sur un matériel qu'on pourrait qualifier de créatif et de ludique, donc des post-it de couleurs, des cartes, des Lego, des objets voilà, qui sonnent un peu, pour reprendre les termes de mes acteurs, fun, attractif, ce genre de choses. Et puis, un autre instrument qui a été évoqué, même s'il n'existe pas, c'est la plateforme de co-construction de demain. Donc, il y a eu des discussions sur la plateforme de co-construction en ligne qui existe aujourd'hui et qui était jugée, c'était déjà bien, mais finalement, on pourrait aller encore plus loin. Et ce qui ressortait dans les discussions de l'équipe, c'était que finalement, ce serait idéal d'avoir une interface encore plus gamifiée, encore plus intuitive, plus ergonomique, avec en reprenant les codes du jeu vidéo, par exemple, les interfaces qu'on peut avoir sur des jeux de construction, où vous avez le panorama de la ville en 3D, avec des petits pictogrammes qui apparaissent à certains endroits, à certains lieux d'intérêt, ce genre de choses. Avec l'idée que ce serait accessible en ligne à tout moment, donc ce serait plutôt pratique. Et en plus, les acteurs, y compris privés, pourraient proposer sur cette plateforme des projets à co-construire. Et ce qui ressort sur l'ensemble de ces instruments, donc c'est déjà l'idée que ce seraient des instruments adaptés à l'innovation, contrairement à d'autres, et ensuite que ce sont des instruments fun, ludiques, pas contraignants, qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement, donc assez pratiques, assez adaptés à l'innovation. Et ce qui est intéressant en fait, quand il y a eu des discussions ou la production de documents, de cadrage sur l'ensemble de ces instruments ou des débuts de mise en œuvre pour ce qui est de l'atelier de co-construction, c'est que en fait en miroir était redéfini le citoyen un petit peu, on va dire, idéal, même si c'est pas le meilleur terme, mais le citoyen qui serait le plus adapté finalement à ce type de co-construction et à ce type d'instrument. Et on se retrouve avec différentes caractéristiques. Alors, une des choses qui a été mise en avant, par exemple, c'est en fait ces outils-là permettraient, surtout la plateforme en ligne d'ailleurs, d'impliquer des gens qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas vraiment très envie, mais en tout cas qui n'ont pas le temps surtout, de s'impliquer dans la vie politique de manière générale, qui n'ont pas le temps de participer, qui seraient intéressés par des sujets d'innovation proposés, comme les nouvelles technologies, les mobilités, par exemple charger sa voiture électrique, manger bio, local, ce genre de choses. Une autre chose intéressante, au moment où les discussions portaient sur l'organisation concrète d'ateliers, organisation concrète qui était assez compliquée à mettre en œuvre, ça on pourra peut-être en reparler pendant la phase de discussion, c'était que finalement la Smart Région avait une idée assez précise des citoyens qu'elle ne voulait pas aussi impliquer, c'est ceux qui s'impliquent déjà beaucoup dans la vie politique locale, donc les personnes qui sont considérées comme un peu engagées ou militantes, les citoyens professionnels, ou super citoyens, comme ils les ont appelés, qui sont déjà un petit peu partout dans la vie associative
politiques et militantes locales, et qui ne sont pas en fait ceux que la Smart Région vise dans ses projets d'innovation. Et puis finalement, donc, on a la figure d'un citoyen qui aura un mode d'engagement flexible, hétérogène, qui pourrait s'impliquer au fil des projets, au fil des ateliers d'innovation. Bref, un mode d'engagement que j'ai qualifié de post-it. Donc là, j'ai repris l'expression de Jacquion qui s'intéressait aux nouvelles formes d'engagement militant. Mais en fait, on se retrouve avec un mode d'engagement qui varierait donc là d'un projet d'innovation à un autre, d'un atelier à un autre. Les personnes pourraient finalement se déplacer comme un post-it d'un projet à l'autre et qui seraient intéressées par un certain type d'innovation. Donc en bas de la slide, je vous ai mis des fiches personnages. J'aurais pas le temps de revenir dans le détail dessus, mais c'est aussi un point assez intéressant parce que au cours des ateliers, un des outils qui est le plus utilisé, c'est notamment des ateliers de formation aux ateliers, mais pas uniquement. Ce sont des fiches persona, donc des représentations très particulières du citoyen, et en fait on peut voir que finalement ça reprend un petit peu les caractéristiques du citoyen un peu idéal de la Smart Région, donc un certain type de profil, donc des consultants, des cadres, ce genre de choses, des gens qui veulent explorer le territoire, qui sont débordés, qui n'ont pas le temps de faire du sport ou de s'impliquer, ce genre de choses. Donc voilà, et ça m'amène à ma toute dernière slide sur... donc on a parlé des formes de co-construction, enfin des formes de la co-construction, des formes de citoyens impliqués dans la co-construction, et ça amène une dernière reconfiguration que je n'ai pas forcément beaucoup explorée dans ma thèse, mais qui me semblait quand même intéressante pour le webinaire d'aujourd'hui. Ce sont les acteurs de la co-construction et les nouvelles figures d'intermédiaires ou d'experts en fait de la co-construction. Alors, je vais vous parler de 3 figures. Je vais vous parler de celle qui me paraît la plus... je vais commencer par celle qui me paraît la plus évidente, même si c'est celle qui est arrivée le plus tardivement dans la chronologie. C'est le designer. Donc, c'est assez courant maintenant dans les administrations de voir des équipes de designers qui aident à mettre en œuvre un certain nombre de projets. Et donc, la Smart Région a recruté plusieurs designers ces derniers mois qui l'aident notamment à faire des ateliers de co-construction avec des outils design. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils agissent comme des prestataires un petit peu internes, puisque la Smart Région envoie, entre guillemets, ces designers auprès d'autres directions dans la région, dans le conseil régional, pour les aider à améliorer un produit, un service plutôt, ou un processus métier, ce genre de choses. Deuxième figure d'acteur de la co-construction qui me semblait intéressante, c'était le product owner. Donc, de manière générale, pour faire vite, dans le développement de projets informatiques, surtout à la base, le product owner servait d'interface entre les développeurs et les clients ou les usagers. Là, le product owner, il a aussi un rôle d'interface, mais interface entre des acteurs un petit peu différents, un peu plus nombreux. Le product owner de la Smart Région, de la région Île-de-France, coordonne et fait co-construire différents partenaires publics et privés, différents agents région, la Smart Région et les prestataires de la Smart Région, les prestataires externes qui développent les services de la plateforme ISS, Île-de-France Smart Service. Donc, le product owner a ce rôle-là, mais il a aussi le rôle, normalement, de faire co-construire avec les usagers, donc les citoyens, les usagers finaux du Smart Service. Et donc, qui est le product owner? À la base, c'est un agent qui a un poste, par exemple, chargé de mission, environnement, mobilité, ce type de poste, et qui, en plus, va endosser la casquette de product owner pour développer un Smart Service, donc un service numérique, en général sur le périmètre de ses missions. Donc, il identifie un besoin, et puis il va devoir réunir les partenaires nécessaires, réunir les données nécessaires aussi, et puis faire co-construire son Smart Service, notamment en organisant des ateliers. Et puis, dernière figure, et je terminerai là-dessus, c'est la figure du consultant. Bon, vous voyez tous ce qu'est un consultant, je pense, surtout qu'on en a pas mal parlé dans les médias ces derniers temps. Il faut savoir que la Smart Région a sa propre équipe de consultants externes, sa propre équipe de prestataires, cabinet de conseil, qui l'aide sur ses missions. C'est pas la seule direction à le faire, il y a d'autres directions dans la région qui ont leurs prestataires, leur boîte de conseil, pour les aider sur un certain nombre de missions.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que les consultants qui interviennent auprès de la Smart Région, ce sont aussi ceux qui ont vraiment construit la forme atelier. Je vous disais, la forme atelier repose sur un certain nombre de documents, une structure, un certain nombre d'outils, il y a un déroulé spécifique, il y a un certain nombre de choses qui ont été construites et testées et retravaillées au fil des mois. Et ça a été construit par les consultants, évidemment en dialogue avec la direction Smart Région. Mais voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait d'eux finalement une certaine forme d'experts de la co-construction et de l'implication des citoyens dans l'innovation. Et je pense que voilà, je terminerai là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ta présentation, Carole-Anne, et pour ce respect parfait d'un timing serré. C'est super intéressant. Peut-être qu'on enchaîne tout de suite avec Jean-Baptiste et comme ça, on prendra après toutes les questions, remarques en même temps. Tout à fait. Avant de donner la parole à Déborah Wattman. Jean-Baptiste. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui, et on t'entend. Ok, super. Parfait. Donc, merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter mes travaux de thèse en cours dans le cadre de ce webinaire. Alors, ce dont je vais parler, moi, aujourd'hui, c'est de ce que il me semble être un moment data dans les gouvernements locaux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, c'est l'idée qu'au cours de la décennie 2010, on a les données qui, progressivement, dans les organisations et les autorités locales, vont changer de statut. C'est-à-dire que les données ont une longue histoire dans les administrations locales, bien évidemment, mais ce que l'on voit, c'est qu'elles acquièrent ces dernières années une centralité inédite avec l'arrivée de nouvelles perspectives qui pensent les données un peu de manière transversale, stratégique, qui les positionnent comme des ressources un peu clés pour les organisations, qu'il s'agit de maîtriser et, si l'on veut pouvoir en tirer profit, d'avoir des actions qui leur soient spécifiquement dédiées. Et donc, les facteurs qui ont mené à cette prise d'importance, ils sont pluriels. Alors, j'en ai mis 3 sur le PowerPoint et on pourra en rediscuter si cela vous intéresse. Mais toujours est-il que cette prise d'importance, elle entraîne du coup le développement de nouveaux agendas stratégiques qui essayent de réfléchir à ces questions. On voit également que de nouvelles fonctions administratives émergent. Il y a également de nouveaux programmes d'action qui voient le jour, avec du coup des projets concrets et des initiatives qui vont avoir une forte composante donnée et qui vont essayer du coup de transformer une ou plusieurs facettes des politiques urbaines et de la fourniture de services urbains. Alors en fait, moi, c'est ces initiatives-là et ces projets qui m'intéressent dans ma thèse, et c'est donc à la fois de comprendre leurs contours et puis leurs effets. Donc c'est une approche qui n'est pas spécifique à mes travaux de recherche. Il y a beaucoup de travaux qui commencent à s'intéresser à ces sujets. Et donc, un peu classiquement, il y a des travaux qui travaillent sur la question qui essayent de savoir quels sont les imaginaires un peu technologiques qui sont inscrits dans ces projets-là. Il y a également des questions autour des philosophies de gouvernement. On essaye de savoir quels sont voilà, par exemple, ce que la présentation qu'on vient de voir sur la question un peu des visions du citoyen. Il y a également beaucoup de travaux sur essayer de savoir un peu de manière prospective quelles seraient les conséquences de ces outils sur les populations, que ce soit en termes d'inégalité, en termes de démocratie ou en termes de surveillance. Moi, ce que je vous propose de faire dans ma présentation, c'est de vous parler un petit peu de ce qui pourrait être une approche administrative de ces questions-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par approche administrative? C'est-à-dire essayer de penser ces projets data comme des objets qui sont façonnés par, et qui dans certains cas vont aussi façonner en retour, des espaces bureaucratiques dans lesquels ils vont se déployer. Alors, ça veut dire qu'en fait, moi, je m'intéresse un peu aux groupes sociaux à l'intérieur et à l'extérieur des administrations qui vont porter ces projets. Je me demande un peu quelles sont les composantes de la machine administrative qui sont mises en question et que l'on entend transformer avec ces projets. Essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux internes de pouvoir que ces transformations peuvent soulever. Et donc, l'idée, c'est en fait aborder ces initiatives, les penser comme autant d'entreprises de réforme par et pour les données. Alors, pour rendre un petit peu plus concret cette perspective, dans cette présentation, je vais vous présenter un peu des cas empiriques qui sont tirés de mon enquête à Londres. Donc, je fais une enquête à Londres et à Paris. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter 2 cas d'études. Donc, le cas de l'autorité métropolitaine, Greater London Authority, et un des 33 boroughs londoniens, donc le borough de Barking and Dagenham. Donc, je vais vous réexpliquer un peu comment ça fonctionne, l'échafaudage institutionnel à Londres. Mais enfin, du coup, l'idée dans chacun de ces cas, ça va être une présentation, je vais essayer de faire assez empirique et
Et je vais essayer en conclusion de reboucler avec un peu takeaways transversales, mais donc l'idée, c'est d'essayer de vous faire comprendre dans chacun de ces cas comment la donnée est devenue une problématique, qui ont été un peu les porteurs sociaux au fil du temps, quelles ont été les ambitions de transformation qui ont été défendues, et quelles ont été les options technologiques qui ont été retenues, et voir comment tout ça a évolué dans le temps. Alors, je vais commencer par vous présenter le cas de la Greater London Authorities, donc l'autorité métropolitaine. Alors, quelques éléments de contexte un peu importants. En fait, l'autorité métropolitaine à Londres, c'est une autorité qui est essentiellement stratégique, c'est-à-dire qu'elle a très peu de compétences en propre, disons, de services qu'elle va elle-même mener. Les services qui sont menés au niveau métropolitain, ils sont délivrés par ce qu'on appelle des delivery bodies. Donc, le plus connu, c'est dans le cas des transports, Transport for London. Et donc, il y a peu de compétences internes, c'est surtout stratégique et ça crée beaucoup de documents de cadrage, de réflexion. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête parce que ça va jouer un rôle dans le type de projet d'attaque qui vont être effectivement menés. Alors pour commencer, notre histoire, elle prend place dans les années 2008-2009 avec Boris Johnson qui, en fait, la première problématisation un peu transversale de la donnée, c'est autour de l'open data et de la question de la transparence. En fait, on est dans une période de campagne électorale et donc il y a une promesse de Boris Johnson de ouvrir les données essentiellement donc financières sur les dépenses des hauts fonctionnaires métropolitains. Donc ça fait réponse en fait à un climat d'un peu de scandale sur les dépenses des élus parlementaires donc au niveau national. Et donc c'est une promesse de campagne qui va effectivement être mise en œuvre et dans le cadre de cette promesse, du coup, il va faire venir dans l'administration métropolitaine un certain nombre de réformateurs, ce que j'appelle réformateurs numériques, c'est-à-dire un certain nombre d'individus qui auparavant étaient proches du coup des milieux du numérique, notamment des think tanks. Donc un des plus connus, c'est l'Open Data Institute. Et en fait, ces individus, ils sont imprégnés d'une conception dans laquelle l'open data, l'ouverture des données, serait la première pierre, même la pierre angulaire d'un passage à un État plateforme, ou dans lequel du coup les services publics seraient progressivement du coup passés un petit peu à des fournisseurs de services privés, notamment des développeurs d'applications. Et en fait, c'est cette conception-là, elle va bien matcher et elle va réussir à s'incruster dans l'autorité métropolitaine parce qu'elle match avec aussi les préoccupations de l'époque du chief executive. Donc, c'est un nouveau chief executive qui essaye un petit peu de mettre, si je puis dire, à son tableau de bord une nouvelle un peu réforme transversale. Et il est à la recherche en fait d'un paradigme de réforme qui soit faisable avec le peu de moyens, comme je vous ai dit, que l'autorité métropolitaine a. Et donc, cette question du recours au secteur privé fonctionne assez bien pour ces raisons-là. Et ça match aussi avec plus généralement un peu le positionnement boosteriste de la municipalité métropolitaine, c'est-à-dire le fait de vouloir afficher un volontarisme fort vis-à-vis du secteur privé, dans une logique de développement économique et de compétitivité, d'attractivité territoriale. Et donc alors concrètement, ce qui va être mené, c'est que ces réformateurs, ils vont sécuriser un mandat autour de l'open data qui est plus large que la transparence, et ils vont mener un petit peu des transformations un peu sur plusieurs plans. Le premier, c'est qu'ils vont mener un travail d'évangélisation et d'essayer de lever un certain nombre de barrières à la fois culturelles et puis techniques à l'ouverture des données. Notamment, ils vont viser énormément le Transport for London. Et pour essayer d'ouvrir ces données, ils vont donc créer aussi une plateforme de mise à disposition de données ouvertes qui s'appelle le London Data Store. Et ils vont avoir aussi un gros travail de constitution d'une communauté de réutilisateurs des données publiques. Et donc, le public cible principalement, ce sont les développeurs d'applications. Alors, tout ce travail, ça va donner un peu à une success story qui va solidifier la position institutionnelle de ces réformateurs, qui est l'ouverture des données de bus de TfL et le développement du service Citymapper, qui a un grand succès et qui donc assure un peu la position, pérennise l'agenda de réforme autour des données et en fait aussi d'un point de vue personnel pour ces réformateurs est un accélérateur de carrière puisqu'en fait la plupart vont ensuite quitter le GLA pour rejoindre des cabinets de conseil ou des économies, des firmes de l'économie numérique. Et donc, on est en 2012 à ce moment-là, et s'ouvre une période un peu paradoxale où on a d'un côté une inflation des discours sur les données, qui mentionnent les données par l'exécutif métropolitain, mais de l'autre, en fait, une certaine déconnexion avec des projets concrets autour des données dans l'administration métropolitaine qui sont assez modestes, qui progressent doucement et qui progressent en ordre dispersé. Alors, l'inflation, elle est très, très visible du coup au niveau des documents stratégiques qui sont produits. Donc là, je vous ai mis quelques exemples avec le Smart London Plan en 2013. Il y a une stratégie Data for London qui est développée vers 2016. Et puis même dans la nouvelle administration du coup de Sadiq Khan en 2018, le Smarter London Together Plan. Donc c'est pendant toute cette période, il va y avoir les discours vont être saturés de mentions à la Smart City, aux données. En fait, c'est lié à une commande politique de l'équipe municipale qui souhaite afficher en fait un volontarisme politique fort sur les thématiques liées à la tech, dans une logique, encore une fois, de compétition un peu territoriale.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces productions, elles vont pas vraiment être le fait de personnes à l'intérieur de l'administration. Ça va plutôt être le travail d'organisations qui sont positionnées en périphérie de l'administration métropolitaine. Ça va être différents boards qui mélangent, c'est des choses assez hybrides, des think tanks, beaucoup qui vont être mobilisés, et beaucoup de cabinets de consultants, notamment un rôle clé joué par du coup le cabinet Bloomberg Associates. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces données, ils vont concrètement donner lieu à peu de projets concrets qui vont être déployés en lien direct avec ces documents stratégiques. Les projets data qui vont être menés durant cette période, en fait, ils se répartissent un peu en 3 sillons. Le premier, c'est le sillon de l'open data, qui est poursuivi et qui est institutionnalisé. Il y a une pérennisation des équipes, la plateforme est mise à jour, il y a de nouvelles jeux de données qui apparaissent, mais on assiste à un certain essoufflement parce que du coup, il y a plus de success story comme Citymapper. Il y a une difficulté à enrôler des créateurs d'applications autour de ces données, et donc en fait, il y a des services qui sont créés, mais c'est en fait des services créés par les équipes qui sont en charge de l'open data, et du coup, mais en fait, ils le font un peu faute de mieux, parce qu'eux, ils espéreraient que en fait, pouvoir passer le relais à des développeurs d'applications privés. Donc un essoufflement de ce chantier-là. De l'autre, on a un deuxième chantier en interne, du coup, avec des services d'études, donc des services de statistiques, en fait, qui sont sommés de faire leur révolution numérique. C'est la City Intelligence Unit. En fait, c'est dans une logique un peu de la poussée du paradigme de l'evidence-based policy au niveau de l'exécutif métropolitain, en fait, qui souhaite, notamment avec la question de l'urbanisme, mettre du coup tous ces processus, les fonder plus sur des données, des faits objectifs, dits objectifs, des faits quantifiés. Et donc, il va y avoir un renouvellement des outils et des modes de faire de ces équipes-là qui vont passer de régime de quantification fondé plutôt sur les grandes enquêtes, avec de plus en plus, on va essayer de se tourner vers des données innovantes, donc dites big data. Il va y avoir également une transformation un peu de la place de l'expertise dans le travail de l'administration, avec du coup des rapports qui touchaient plutôt uniquement les décideurs politiques. On va essayer de créer de plus en plus de tableaux de bord interactifs et de databases qui vont essayer de décemer à tous les niveaux de l'administration. Et le troisième sillon, du coup, c'est un sillon qui voit les données comme vecteur de collaboration entre organisations. Alors, je vous ai dit que du coup, l'autorité métropolitaine avait une position un peu bizarre, de surplomb, mais avec très peu de pouvoir propre. Et en fait, du coup, les données vont être utilisées, commencer à être pensées dans cette période-là comme un outil pour réduire cette fragmentation et puis donner un peu à l'échelon métropolitain une capacité de coordination. Et donc, concrètement, ça va se voir du coup du côté un peu des acteurs publics avec le Borough Data Partnership, où l'idée, c'est de ramener du coup les boroughs, et qui sont un peu donc l'échelon en dessous, et les inviter en fait en leur montrant des case studies autour du big data, etc., à mener des projets communs pour qu'il y ait un peu des modes de faire communs qui émergent. Je vais y revenir, mais pour créer un peu d'homogénéité. Le deuxième aspect, plutôt que les acteurs privés cette fois, c'est le développement de services qui utilisent de la data de ces acteurs privés. Le meilleur exemple, c'est l'Infrastructure Mapping Application, qui est en fait une carte qui va faire converger des données des différents acteurs, des utilities, donc l'eau, l'énergie, etc. Et en fait, ça va permettre à l'institution métropolitaine de se positionner un peu en agrégateur de données pour permettre la coordination de ces acteurs et donc un peu donner un pouvoir de coordination à l'autorité métropolitaine. Et donc, ça va un peu, il va y avoir un peu un tournant en 2018 avec la nomination d'un Chief Digital Officer, donc qui est Theo Blackwell, en 2018, qui est en fait une figure de la scène du Local Digital Government, qui est ce que moi je conceptualise un peu comme une deuxième génération des réformateurs numériques qui passent de l'État plateforme à plutôt, en fait, eux, ils s'investissent à l'échelon local et ils voient les données et le numérique plus généralement comme un outil de réintégration d'un écosystème d'acteurs à l'échelon local britannique qui est très fragmenté, et eux, ils essayent d'apporter un peu d'intégration. Et ce que ça va changer, cette nomination, c'est qu'en fait, il va être capable, Theo Blackwell, il va être en position, parce qu'il est très proche du maire métropolitain, de convertir, si vous voulez, la place que la data a dans la communication publique du GLA et qu'elle continue à avoir dans cette période-là, en un peu monnaie d'échange en interne pour mener un mandat réformateur clair autour des données. Et en fait, ce mandat réformateur, il va trancher un peu entre les différents sillons et toutes les ressources vont converger vers un agenda un peu homogène autour de l'usage des données comme instrument d'intégration et du coup de coordination à l'échelle métropolitaine. Et concrètement, donc, il va y avoir plein d'exemples, mais un des exemples, c'est la fondation d'une nouvelle agence, le London Office for Technology and Innovation, qui est une agence dont le rôle, en fait, c'est surtout des ressources en gestion de projet, va être de monter et d'accompagner les boroughs sur des projets data communs. Et en fait, l'idée, ça va être
en faisant travailler les boroughs ensemble, le plus de boroughs possible ensemble autour de la donnée, ça va faire de faire émerger, en fait, faire converger des fonctionnements, des modes de faire et des outils de travail entre les différentes organisations. Et en fait, l'idée, c'est que en transformant les administrations, en les faisant un peu converger sur des manières de fonctionner similaires, eh bien, on va pouvoir réduire la fragmentation et aussi l'autonomie, en fait, de chacun de ces boroughs par rapport à un échelon métropolitain qui va être plus en capacité de piloter un peu tout ça, si tout ça fonctionne un peu en harmonie. Et donc, concrètement, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a différents work streams, si vous voulez. Un des premiers, il y a beaucoup de travail sur l'échange des données, donc à la fois d'un point de vue juridique et d'un point de vue aussi des standards de données. Il y a aussi un énorme travail sur la création de communautés et de cultures professionnelles fondées sur la data, mais qui du coup dépassent les frontières administratives. Et donc, en fait, on crée un peu une communauté de fonctionnaires à l'échelon métropolitain, si vous voulez. Et concrètement aussi, ça a beaucoup passé par de la création de projets précis sur des problématiques spécifiques et dans lesquels, en fait, on va créer un peu des nouvelles manières de faire des services, du coup, qui sont homogènes. Et donc, un des bons exemples, c'est la crise Covid. Je vais y revenir après avec un exemple d'un borough. Et du coup, il y a d'autres sujets où, en fait, spécifiquement, on va pas essayer de tout changer, on se fixe sur un problème de politique publique et on essaie de faire converger les modes de faire en mettant tout le monde autour de la table. Alors, ça m'amène du coup à me pencher sur l'échelle des boroughs. Donc, encore un élément de cadrage. Donc, les boroughs, c'est un peu là où l'immense majorité des services londoniens et londoniennes sont construits. Donc, ce sont des grosses administrations comparées au GLA. Et donc, je vais vous parler plus précisément du borough de Barking and Dagenham, qui est du coup un borough de l'Est londonien et qui se caractérise en fait par le fait qu'historiquement, c'est un des boroughs qui a la population la plus défavorisée de Londres, qui accumule des difficultés socio-économiques. Et le début de notre histoire, elle se place du coup au début des années 2010. Et en fait, on est dans un moment donc avec une forte poussée de l'austérité. Et donc, le borough se retrouve dans une situation où il peut pas compenser la baisse des dotations de l'État par vraiment d'une population riche ou des entreprises, beaucoup d'entreprises, et où du coup, il y a vraiment un impératif qui monte de faire mieux avec moins. Et aussi, cet impératif, il est encore renforcé par un peu un contexte politique où, aux élections de 2014, il y a une poussée du UKIP dans un borough qui est aux mains du Labour depuis 50 ans. Et du coup, c'est un peu une prise de conscience, une crise. Et donc, il y a un programme transversal de réforme et d'économie budgétaire qui est mené à ce moment-là. Et l'a donné un rôle un peu, est pensé comme un outil pour vraiment pousser ce programme-là. Et ça passe par la création de l'Insight Hub. Alors, l'Insight Hub, c'est en fait une équipe qui est relativement modeste au début, qui rassemble des statisticiens et statisticiennes du coup qui étaient éparpillés dans les différentes directions métiers. Et l'Insight Hub, en fait, ça va être quelque chose d'assez différent des traditionnels services d'études ou de traditionnels services qui vont suivre la performance et créer des indicateurs. En fait, leur rôle, ça va être d'être en capacité d'anticiper une demande de service, d'être capacité de connaître finement la situation et les besoins des administrés et d'être en capacité d'aider les réformateurs à concevoir différemment des services. Et concrètement, en fait, le modèle de service qui va être poussé, ça va être un modèle de service fondé sur un principe d'action préventive et ciblée. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire la part des actions administratives et des aides en fait qui interviennent a posteriori. On va essayer de limiter aussi ces aides et ces actions qui sont inconditionnelles, qui visent tout le monde un peu de la manière égale. Et on va essayer de développer des actions qui sont proactives et des actions qui sont ciblées sur des groupes plus à risque. Donc à la fois pour être plus efficace, mais aussi du coup pour dépenser une somme en tout plus faible. Et donc au début, ça va être assez modeste. Avec du coup, au début, ça va être surtout de l'analyse descriptive. Donc avec le Social Progress Index. Donc en fait, on va faire un peu des portraits du territoire. On va essayer de mieux comprendre un peu les différentes finement comment le territoire fonctionne et les inégalités qu'il peut y avoir. Il va y avoir les premières expérimentations aussi autour du machine learning, notamment pour identifier les bailleurs frauduleux. Mais cette petite équipe va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de barrières techniques, organisationnelles et culturelles qui y restent. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré ces débuts un peu difficiles, ça va permettre de positionner, en fait, d'un point de vue de la communication, le borough un peu comme avant-gardiste sur la scène londonienne. Et ça va jouer un rôle important, puisque ça va attirer, en fait, en 2019, un consortium privé d'acteurs, donc le consortium EY Xantura, donc qui regroupe d'un côté donc le cabinet Ernst Young, cabinet de conseil bien connu, qui a une branche secteur public très développée et puissante, notamment sur le gouvernement local, au niveau du gouvernement local londonien. Et Xantura, qui est une firme du coup spécialisée dans les questions de solutions big data, qui a une trajectoire intéressante puisque au début des années 2010, elle avait pas mal essayé de vendre en propre des solutions à des autorités locales. Ça s'était pas très bien passé. Ils étaient pris dans un certain nombre de scandales, notamment liés aux données personnelles, mais aussi au fait qu'ils ne délivraient pas les économies budgétaires qui étaient promises.
Et donc, il y a eu ce partenariat aussi pour essayer de surmonter un peu cette mauvaise réputation. Et donc, bon, concrètement, les négociations se font et le partenariat se monte pour enfin, l'idée c'est d'industrialiser enfin et de concrétiser ce modèle de service préventif équipé par les données. Et donc, ça va passer par la création de la solution OneView, qui, donc je vais vous résumer très schématiquement un peu comment elle fonctionne. C'est du coup, d'un côté, il y a une brique de mise en relation de jeux de données dans le bureau qui sont historiquement silentés. Une autre brique qui va faire cette jointure à une échelle granulaire, si vous voulez, à l'échelle du ménage, de l'individu ou du logement, en fait, pour permettre que, en fait, pour un individu, toutes les informations détenues par le bureau soient au même endroit, enfin visibles en tout cas par les travailleurs sociaux au même endroit. Et une autre brique qui va ajouter des capacités de modélisation et d'analyse prédictive. Concrètement, ça consiste en fait à créer du coup pour chaque individu ménage un certain nombre d'indicateurs de risque pour guider les interventions préventives. Et donc, ça va avoir des applications, donc principalement dans la lutte contre l'endettement et la collection des impayés. Ça va permettre aux travailleurs sociaux de voir au même endroit toutes les informations financières et les aides sociales reçues par leurs bénéficiaires. Ça va leur permettre de s'appuyer sur des modèles de trajectoire d'endettement et de propension à payer. Et donc, il va y avoir la définition de cohortes de risques, avec des risques associés différents. Et du coup, il va y avoir des actions un peu segmentées, à la fois de collection, donc on ne va pas collecter les mêmes personnes. Et puis aussi, on va du coup être en capacité de contacter et d'essayer de ramener un peu dans notre giron des personnes qui n'ont pas pris contact avec les services, mais selon les données détenues par ailleurs par le bureau, ont un profil de personnes qui risquent d'avoir une trajectoire d'endettement. Et un autre success story de cette application, c'est pendant le Covid, en fait, ça va permettre dans les premières semaines du Covid au bureau d'identifier, en fait, de sortir une liste en fait de personnes jugées à risque avec des facteurs de vulnérabilité au virus, et ça va être en fait une success story même à l'échelle nationale, puisque ça va permettre en fait après, quelques mois plus tard, le gouvernement central va publier une liste officielle, va donner à chaque bureau une liste officielle d'individus que le bureau doit contacter. Et en fait, du coup, ça aura permis au bureau de Barking and Dagenham d'agir en préalable. Et donc, ça aura été vécu comme un succès d'estime pour le bureau. Tout ça va faire en fait qu'il va y avoir une inscription durable de cette solution dans l'administration du bureau. Et aujourd'hui, les modes de faire en fait des services qui sont équipés par la solution changent véritablement. Il y a un véritable changement à ce niveau-là. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que à mesure que la solution elle se déploie dans d'autres directions métiers, eh ben en fait ces directions elles sont fusionnées dans une structure intégrée qui est la community solution. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette solution elle amène aussi à des réorganisations en fait des structures de l'administration. Et aussi, du coup, ça d'un point de vue un peu réputationnel, ça a mis le bureau, ça a solidifié comme un bureau un peu avant-gardiste. Et personnellement, pour les réformateurs qui ont porté ces changements, ça a été un accélérateur de carrière avec beaucoup qui sont passés au niveau national ou dans des cabinets conseils prestigieux. Et aussi, même pour la firme EY Xantora, enfin le consortium, cette solution OneView, elle est aussi maintenant exportée dans d'autres autorités locales. Alors, pour conclure dans ce qui était peut-être un peu une trajectoire empirique un peu touffue, quelques points un peu transversaux. Le premier point qui me semble intéressant, c'est de voir que les initiatives data, ce qui les font courir, un peu ce qui explique qu'elles vont de l'avant ou pas, c'est pas tant en fait un rapport à une transformation des politiques publiques, moi il me semble, qu'à en fait des enjeux de transformation des administrations en elles-mêmes. Et c'est-à-dire que ce qui est symptomatique, c'est ce qu'on voit qu'autour de ces initiatives data, il y a un certain nombre de groupes sociaux divers à l'intérieur et à l'extérieur des administrations qui sont un peu en conflit et qui essayent du coup d'obtenir en fait le monopole de ces mandats réformateurs autour des données, parce que ça donne accès à un pouvoir organisationnel. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête pour comprendre ce qui fait aussi bouger ces projets-là. Le deuxième point intéressant qui me paraît important à souligner, c'est que il n'y a pas de déterminisme technologique c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas, il n'y a pas une solution qui amène un type de changement spécifique. Donc peut-être que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la solution OneView, qui est en fait une solution du coup de gestion de base de données sur lequel on rajoute une couche d'analyse prédictive. En fait, ces solutions-là, je les ai vues aussi dans d'autres bureaux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres bureaux, ça produit pas forcément la même chose. Dans certains bureaux, en fait, ça ne produit rien, ça n'a pas pris. La solution est jugée inutile et pour diverses raisons. Dans certains autres bureaux, il y a ce type de solution, mais en fait, elles sont pas mises au service du tout du même projet réformateur. Ça va être plutôt, par exemple, pour accroître le contrôle dans une logique un peu de New Public Management, où on poursuit ça de manière un peu sous stéroïde, si vous voulez. Et dans d'autres bureaux, c'est lié plutôt à des logiques, par exemple, de design de services et sans un gros focus sur les économies budgétaires. Donc voilà, pas de déterminisme technologique. Pour moi, ce qui joue plus, c'est le type d'acteurs qui s'investissent et puis aussi les configurations institutionnelles préexistantes en fait dans ces administrations-là.
Le troisième point, et je m'arrêterai là, c'est le fait que ce qui est intéressant, c'est que ces changements, ce moment data, il questionne pas une seule composante des bureaucraties, mais pour moi, il questionne une diversité de composantes. Il questionne la question des hiérarchies entre groupes professionnels. Il questionne aussi la question, il pose la question des organisations. On voit que les solutions amènent parfois à des restructurations de ces administrations. Il pose également la question, j'ai peu eu le temps d'en parler, mais des contrôles bureaucratiques en interne et aussi en externe entre organisations. Ça, on a plus le voir avec la question de l'autorité métropolitaine. Et enfin, là, c'était plus difficile d'en parler, mais ça change aussi un petit peu les cultures professionnelles, puisqu'on voit que ces réformateurs, ils viennent aussi de mondes qui sont très différents des mondes administratifs classiques. Et donc, ça apporte aussi, ça change un peu les valeurs et les représentations du service public qui peuvent faire fonctionner les bureaucraties locales aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette très riche présentation. Déborah, on vous laisse la parole pour discuter un peu de tout ça et présenter ce que vous faites au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, merci beaucoup de me laisser la parole. Et puis c'était vraiment passionnant d'entendre les travaux des deux chercheurs, de Caroline et de Jean-Baptiste. Ça fait vraiment écho à ce qu'on peut vivre quand on est opérationnel sur ces sujets-là. Peut-être moi je voulais juste dire, et c'est des choses qui ont été évoquées par les chercheurs, peut-être deux généralités je vais enfoncer des portes ouvertes, mais en fait il faut peut-être se le redire parce que derrière ça conditionne tout. Les présentations qui ont été faites, mais même ce qu'on vit au quotidien. Premièrement, c'est que en fait, on vit dans un état, dans une ère numérique digitale. Donc, ça peut paraître bête de le dire, mais depuis 2-3 décennies, le monde fonctionne comme ça. Donc, les administrations publiques, elles n'ont pas vraiment le choix, quoi. Elles n'ont pas le choix que de se transformer, de s'adapter à la fois en interne. Donc, c'est des transformations internes intenses, très très profondes. Jean-Baptiste vient de le dire. Culturel, process, etc. Et des transformations aussi externes, parce qu'en fait, qui dit ère digitale dit un peu citoyenneté digitale, citoyenneté numérique. Donc, les citoyens, ils ont de nouvelles attentes vis-à-vis des pouvoirs publics, tout simplement parce que, chacun d'entre nous, on consomme de façon numérique, digitale, on travaille on communique de façon digitale. Donc c'est inconcevable aujourd'hui de pas avoir un lien avec l'administration qui est de la même nature. C'est pas entendable en fait. Donc voilà, il y a un peu cette nécessité, cette question de survie pour les administrations, et derrière ça conduit à des changements qui sont assez inédits d'ailleurs, de transformation dans les administrations publiques. Donc ça, c'était la première réflexion générale, mais je le redis parce que derrière ça conditionne quand même pas mal de choses. Et la deuxième, c'est qu'en fait, quand on parle de numérique, de digital, transformation numérique, l'image d'Épinal, c'est une transformation, c'est la question de l'outil. C'est l'outil, c'est la technologie, c'est les interfaces, c'est des systèmes d'information, de la data. Et c'est vrai que c'est ça, in fine, c'est ça, et c'est ce qu'on voit. Mais en vrai de vrai, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Les enjeux derrière, ils sont beaucoup plus larges, et vous l'avez évoqué dans vos présentations. C'est des enjeux de simplification, de qualité de service, de transparence ou de rapport aux citoyens. Donc, c'est des choses qui sont bien plus profondes et qui vont produire des effets, bien plus profonds dans les structures. Que simplement une interface ou une plateforme digitale ou un guichet, voilà. Et ça, il faut l'avoir en tête parce que mine de rien, là, on parle de progrès technique, quoi, de progrès technologique. Donc, ça veut dire qu'en fait, on part du principe que la technologie permet une avancée, c'est pour faire mieux. Et en général, même s'il y a des effets pervers, on n'y reviendra pas, ou des effets négatifs comme dans tout, c'est vrai que c'est plus simple aujourd'hui de communiquer à l'autre bout du monde par un groupe WhatsApp que d'envoyer un pigeon voyageur. C'est plus simple. Voilà, tout est censé être plus simple, plus efficace, plus rapide. Et là, on touche un peu au sujet qui fâche pour l'administration, parce que les administrations, en général, sont plutôt vues comme pas spécialement simples, pas spécialement rapides ou pas spécialement efficaces. En tout cas, ces trois aspects-là sont constamment remis en question pour un service public. Et donc, quand on en vient à poser le digital ou le numérique, en fait, on s'attaque à ça. Est-ce qu'on est capable de faire plus simple? En fait, est-ce que de mettre en place une plateforme, d'ouvrir mes données, à quoi ça sert? C'est pour qu'on soit plus simple, plus efficace, plus rapide pour nos citoyens. Et donc même
même à la base de tout ça, c'est que l'administration a été obligée de remettre le citoyen et l'efficacité de son action, mais pour un citoyen, au cœur de son ADN. Je dis pas que c'est pas au cœur de son ADN, mais historiquement, en France notamment, on avait quand même une administration qui était plutôt descendante. On a parlé jusqu'aux années 80-90 d'administrés, donc c'était des personnes passives, quoi, qui recevaient et qui devaient un peu se débrouiller pour aller prendre ce qu'on leur donnait, on va dire. Donc il y a vraiment un changement de paradigme, un changement culturel qui place l'usager au cœur, qui pose la question de l'efficacité, de la simplicité des services publics, de leur transparence, et qui derrière conduit à énormément de projets et évidemment souvent avec une traduction technologique, quoi, ou numérique. Donc ça, je voulais le redire parce que du point de vue des praticiens, et là je vais parler des exemples de la région Nouvelle-Aquitaine, et les régions d'ailleurs sont des bons exemples, je pense, en tout cas intéressants. Je ne sais pas s'ils sont bons, mais ils sont intéressants. Les régions, et tout à l'heure Caroline l'a évoqué au détour d'une phrase, et ça m'intéressait d'entendre que la région Île-de-France ne voyait pas forcément la participation citoyenne comme, enfin je ne sais plus comment tu l'as dit, mais les régions sont pas forcément vues comme l'échelon le plus simple pour faire de la participation citoyenne. C'est quand même l'échelon supérieur dans la grande famille des collectivités locales et donc un peu lointain. Depuis la fusion des régions, là, je parle notamment pour la région Nouvelle-Aquitaine, on se retrouve sur des tailles critiques encore plus élevées. Nous, on a issu d'un mariage à trois. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande région en superficie. Enfin, c'est la taille de l'Autriche, donc c'est comme un petit pays dans le pays, quoi. Il y a 1,5 million d'habitants. Enfin, donc c'est pas forcément intuitif de se dire qu'on est proche des citoyens. Et deuxièmement, tout simplement par le spectre de compétences. Les compétences d'une région, historiquement, sont des compétences qui sont plutôt B2B et pas forcément B2C. On est sur des grands schémas régionaux. On revient un peu à ce que tu disais, Jean-Baptiste, tout à l'heure. Voilà, des stratégies régionales. On est sur du temps long. On est sur du développement économique, des choses comme ça, et pas forcément comme une ville sur un service direct à la population. Ça a évolué au fur et à mesure des différentes réformes de décentralisation. Donc aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Les régions ont un spectre d'intervention très large, avec des compétences directes, notamment en matière de transport ou dans les lycées. Et donc ça a créé des phénomènes intéressants où la conjonction de l'évolution technologique plus l'évolution des compétences et donc de ce rapport-là à un service public peut-être plus direct a créé des choses intéressantes de rapprochement auprès des citoyens, donc de participation citoyenne. Nous, on parle d'ouverture de l'action régionale au sein de la région. On a une élue qui porte ces sujets-là d'ouverture régionale. Et en même temps, notamment suite à la fusion, d'adaptation et de mise à jour en fait de nos process, de nos services pour les citoyens. Donc peut-être quelques exemples, mais après c'est plus pour discussion. Peut-être deux, trois exemples. Nous, on a beaucoup travaillé ces dernières années. Alors, je vais dire l'année 0, c'est l'année de la fusion, donc elle n'est pas si lointaine, hein, c'est 2016. Ça a été de mettre en place un portail. Donc typiquement, projet de transformation numérique, on pourrait croire que c'est qu'un outil. Mettre en place un portail qui s'appelle Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un portail pour les usagers, ou en tout cas les futurs bénéficiaires ou les demandeurs d'aide ou de subventions de la région. Donc un portail en ligne qui leur permet et qui permet aux agents aussi d'instruire de façon dématérialisée tous les dossiers de subvention. Et d'aller jusqu'à la délibération, parce qu'on a des exécutifs locaux, bien évidemment, c'est les élus qui votent et qui attribuent les aides, et puis ensuite jusqu'au paiement. Donc dématérialiser tout ça. Là encore, on pourrait croire que c'est qu'une question de guichet, qu'une question d'outils, mais en fait derrière, il a fallu harmoniser des processus, il a fallu poser des processus, il a fallu simplifier, et il a fallu surtout accompagner le changement pour un grand nombre d'agents. On a plus de 1600 agents instructeurs, donc c'est des volumes importants d'agents publics qu'il faut former et qu'il faut accompagner dans des nouveaux process dématérialisés. Et ce sur quoi on travaille aujourd'hui, finalement, et qui rejoint les présentations qui ont été faites, c'est la phase plutôt amont, donc déjà le front office.
le fait de déposer directement son dossier, etc. C'est un peu là que ça pêche, entre guillemets, c'est là qu'on passe le plus de temps actuellement, parce que on touche au nerf de la guerre. Ouvrir un front office, c'est pas compliqué hein, technologiquement, mais ce qui est compliqué, c'est qu'à la région, il y a 265 dispositifs, donc 265 types d'aides données par la région en matière d'environnement, en matière de, je sais pas, culturelle pour les jeunes. Il y a 265 façons de demander cette aide à la région du coup. Donc en interne, d'aller simplifier, créer un formulaire unique, une logique de guichet et donc de penser usager, quel que soit le type d'aide qu'on donne. Au sein de la région, je ne l'ai pas précisé aussi, c'est une très très grosse institution. Il y a une 50aine de directions opérationnelles, directions métiers. Et au final, à chaque fois, c'est un peu toujours la même chose hein, de demander une aide. Mais il y avait quand même 265 façons de le faire. Là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est vraiment des sujets de processus, de simplification administrative, de vision usagée. Et c'est là qu'on passe le plus de temps, en fait. Et pas tant sur la partie technique, même si on travaille évidemment main dans la main avec la DSI. Donc voilà, je vais très vite et je pourrais détailler, mais c'est pour dire que souvent, on voit la face émerger de l'iceberg qui est un projet technologique, un portail, un guichet, une plateforme. Mais la face immergée, elle est beaucoup, beaucoup plus profonde. C'est du changement culturel, systémique. Et ça nécessite aussi, c'est quelque chose que je voulais, que je sais plus, Jean-Baptiste, je crois, a mentionné, qui sont nouvelles pour l'administration et qui nécessitent des expertises spécifiques. Donc Caroline a précisé qu'à la région Île-de-France, et c'est la même chose à la région Nouvelle-Aquitaine, on a maintenant en interne, on recrute des expertises de UX designers et de personnes qui savent concevoir avec les citoyens en termes de méthode, mais aussi en termes techniques, hein, qui font des interfaces, qui retravaillent l'ergonomie, voilà, des choses très très concrètes. Mais ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Et pendant longtemps, un agent public n'était pas, en formation initiale, un agent public, il n'est pas formé au design. Hein. Enfin, et il n'est pas formé particulièrement non plus à la technologie ou autre. Donc, il a fallu que l'administration, tout en s'adaptant à vitesse grand V de façon inédite, réussisse à créer ces expertises-là en interne pour ne pas dépendre uniquement des cabinets de conseil ou des éditeurs sur le marché et reprendre justement un petit peu d'autonomie ou de souveraineté sur ces sujets-là pour être proactive et pas simplement subir une transformation numérique parce qu'on n'a pas le choix, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment en faire quelque chose. Alors dans l'idéal, voilà, une smart région où la question de la data, elle est intéressante parce qu'on peut vraiment être proactif sur la donnée et travailler avec son écosystème, mais y compris en interne, on peut faire plein de choses et être voilà, reposer une stratégie numérique, mais en fait une stratégie de transformation publique, hein, c'est plutôt ça dont il s'agit, parce que on est doté en interne, parce qu'on est organisé. Et bon, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est en termes d'organisation interne, c'est assez intéressant au niveau des régions de voir que depuis justement 5-6 ans, s'est développé un mouvement autour, peut-être même un petit peu plus avant, hein, pour les régions notamment qui n'ont pas fusionné, qui n'ont pas eu ce challenge-là en plus, tout un mouvement autour de l'innovation publique. Donc c'est simplement le fait d'être plus agile, de savoir s'adapter et de travailler ces questions-là technologiques, en tout cas du numérique. Et aujourd'hui, dans la plupart des régions, en tout cas une bonne moitié, il existe des directions transverses chargées de la transformation publique, de l'innovation, et qui portent en général, on a des périmètres qui varient, hein, mais on porte en général, ou on participe activement à ces sujets de transformation digitale, au sujet de la data, du pilotage, de la performance, et donc c'est appuyé sur des indicateurs qui eux-mêmes sont appuyés sur des jeux de données, et de la relation usagée, de l'ouverture de l'action régionale ou de la transparence, participation citoyenne. Tous ces sujets-là se sont structurés dans les organisations avec les compétences qui vont bien, à un niveau transversal. Donc, c'est plus seulement porté par exemple sur le numérique par les DSI ou porté uniquement par les directions métiers elles-mêmes, selon les sujets. C'est vraiment des structures transverses avec des expertises transverses. Je crois que c'est Caroline qui le précisait, c'est souvent avec un format un peu de consulting interne ou de prestation interne au service des autres directions de la collectivité. Et voilà. Et ça, c'est intéressant de voir à quel point c'est assez structuré pour pouvoir non seulement s'adapter, mais ensuite être proactif. Et peut-être très vite, je crois que je suis assez longue, mais
reprendre quelques autres exemples de sujets sur lesquels on travaille. Donc, on travaille sur le sujet de la data, et tout ce qu'a évoqué Jean-Baptiste, on le vit, nous, en interne. C'est vraiment compliqué. Il y a la parole, les discours et il y a les actes. C'est pas simple de structurer ça en interne, de savoir pourquoi on le fait, de concrétiser des projets qui sont appuyés sur des coopérations autour de la data. Nous, on a un projet aujourd'hui qui est à la croisée entre une démarche de pilotage interne de la performance appuyée sur nos indicateurs et nos données, et l'objectif de nos élus d'ouvrir l'action régionale et donc la logique de transparence pour les citoyens, qui est un projet de baromètre de l'action régionale. Donc, on va mettre en ligne un baromètre, alors en tout cas une restitution de grandes données, de grands indicateurs régionaux qui montrent l'action régionale sur l'ensemble de son spectre. Donc, c'est pas de l'open data, hein, c'est de la donnée qui est déjà travaillée, et c'est pas de la donnée brute, hein, c'est plutôt du rendu compte. Donc, c'est aussi un peu de communication politique, hein, bien évidemment, à minima de communication institutionnelle, mais c'est intéressant parce que on voit que finalement, nous, en interne, on a ce challenge de suivre de façon régulière l'action régionale, donc de la piloter, de l'analyser pour savoir comment la valoriser, ou en tout cas la restituer aux citoyens. Et on aimerait faire de ce portail-là de baromètre aussi un moyen de réaction ou de rétroaction avec les citoyens, pour pouvoir ensuite, là c'est vraiment le côté pilotage, réajuster, réorienter notre action. Donc ça, c'est des projets qui sont super, mais qui sont complexes à mettre en œuvre, qui sont assez sensibles aussi, et qui sont des vrais défis, non pas technologiques, mais qui sont des défis là aussi culturels et organisationnels, parce qu'on n'est pas forcément toujours dans l'administration dans une logique de piloter, surtout quand on est dans une région et qu'on est sur du temps long, de piloter tout simplement l'efficacité de ce qu'on fait. On n'a pas toujours les données, on n'a pas toujours la donnée concrète. Ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Baptiste, le côté evidence, quoi, enfin, d'avoir des preuves. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ce que fait la région est vraiment utile? J'aurais jamais dit ça, hein. Mais en fait, on pense que oui, il y a des intuitions, on a des signaux faibles, mais il faut suivre des cohortes, il faut avoir une ingénierie de suivi pour pouvoir récupérer de la data qui derrière permet de faire des projets. Et voilà, donc on touche vraiment à tout ça. Et voilà, donc je voulais vous parler de ce projet-là de baromètre, tous les projets qu'on a de simplification autour de mes démarches. On a des projets de services numériques et qui relèvent plus de tout ce qui est autour de la GRU, donc de la gestion de la relation usagée. On essaie de donner le même niveau de qualité de service à un citoyen qui demande une aide à la région, ou un usager qui demande une aide à la région, que lorsque vous êtes en contact avec n'importe quel acteur privé, enfin je sais pas, une banque, ou que vous faites une demande à un service client d'un site internet où vous achetez une paire de chaussures, vous savez où en est votre demande, voilà. Et ça, c'est aussi nouveau à la région, parce que c'est toujours dans un vrai changement culturel de rendre compte. Bah oui, j'accuse réception de votre demande, vous en êtes là, nous sommes en train de la traiter, nous nous engageons à vous répondre sous tant de temps. Et ça nécessite d'être outillé en interne. Donc, c'est des gros projets également en numérique au sens outil, de bases de données tiers qui sont bien gérées, d'utilisation de ces données, de gestion interne à des fins de qualité de service ou à des fins de transparence pour les usagers. Et donc, ce sont des projets qui sont souvent des projets de long terme, mais qui sont très sensibles, parce que quand on les fait, c'est normal pour le citoyen. Par contre, si on les fait pas ou pas bien, l'effet négatif est décuplé, quoi. Parce que c'est intolérable aujourd'hui, c'est plus possible, que ça soit le service client d'une boîte privée ou un service client en fait d'une administration publique. On n'accepte pas dans cette citoyenneté digitale aujourd'hui de pas avoir d'informations sur où en est son dossier, de pas savoir de pas avoir de réponse, de pas pouvoir joindre dans la seconde un interlocuteur ou à minima un chatbot. Donc voilà, on a tout un programme autour de la relation usager, autour de notre stratégie multicanal, avec justement des chatbots, avec des canaux de contact qui sont refondus et qui sont efficaces, des données clients qui sont retravaillées pour ensuite un jour, on n'y est pas encore, hein, bien sûr, mais être même utilisées de façon proactive, parce qu'on parle de service public, on parle pas d'une paire de chaussures, nous, donc aller chercher les citoyens pour lutter contre les non-utilisations de droits
comprendre pourquoi parfois on vote des dispositifs, on se dit mais c'est génial. À la région, par exemple, on a un chèque livre pour les jeunes, donc 20 € où on peut aller acheter des livres, super, donc c'est génial. Enfin, franchement, c'est hyper bien. C'est sous-utilisé. Les jeunes, ils n'utilisent pas ce chèque livre. Et on ne sait pas très bien pourquoi, comment, ou à un moment donné, où est-ce que ça pêche. Est-ce qu'on l'a pas bien pensé? Donc là, nous, on intervient c'est ce que disait Caroline au début, on a toutes ces méthodes de design thinking et de co-construction, en fait, tout ce champ de l'innovation publique, on travaille avec les usagers ou potentiels usagers pour construire le plus en amont possible nos dispositifs, nos règlements d'intervention, donc faire politique ensemble pour pas en fait être à côté de la plaque en fait par rapport à un besoin des usagers. Donc ça peut être ça, mais ça peut être après tout simplement dans la délivrance. Là, en l'occurrence, c'est plutôt ça. La façon dont il a été pensé, finalement, peut-être n'était pas celle des usages des jeunes. Ils vont pas forcément dans les librairies indépendantes qu'on avait ciblées. Bon, voilà. C'est peut-être pas forcément un chèque papier envoyé par la poste. En fait, ça non, c'est peut-être plus quelque chose de dématérialisé qui est couplé avec autre chose. Donc, on analyse davantage les usages de nos citoyens. L'idéal est de le faire le plus en amont pour pas tomber à côté de la plaque, mais on peut aussi rectifier le tir et faire des boucles intéressantes. Voilà, donc tout ça nécessite de l'accompagnement au changement essentiellement en interne, des expertises en interne qui sont complètement nouvelles pour l'administration. Ça nécessite des réorganisations pour avoir des structures transversales qui sont capables d'essaimer, de former, d'acculturer ou d'intervenir en prestation, comme on le disait tout à l'heure. Et ça se fait, ces mouvements-là se font, surtout quand on a la taille critique. Une région, je disais, c'est compliqué parce qu'on est loin, mais c'est aussi super parce qu'on est gros, on est solide, on a quand même des budgets, on a du monde. C'est moins le cas pour une plus petite collectivité territoriale qui n'a pas l'ingénierie pour le faire et donc qui va souvent dépendre de cabinets externes ou qui va prendre du retard. Et voilà. Et donc voilà, je terminerai là-dessus. C'est vraiment au-delà du numérique, il y a un formidable levier. On est sur des transformations publiques depuis 10-15 ans qui sont extrêmement profondes, qui se font à vitesse grand V. Ça va sûrement pas assez vite pour le citoyen, peut-être même pour les agents parfois, c'est frustrant, mais c'est des transformations qui sont inédites et je trouve que le Covid a été un bon révélateur. Ça a montré quand même, il y a eu aucune, quelle que soit la collectivité, je parle pas que de la région, je parle même pas de l'État, tout service public confondu, dans cette crise qui est quand même un truc de dingue, quoi, qui est tombée sur tout le monde quasi du jour au lendemain. Il n'y a eu aucune rupture de service public. Quel que soit le service public en question, aucune rupture de l'action publique. Au contraire, il y a eu une gestion de crise qui a été pas parfaite, mais quand même à peu près bien réalisée. Je parlerai là ici uniquement de la région. Je vous parlais tout à l'heure du front office qu'on avait du mal à déployer parce que trop de dispositifs et donc plein de formulaires. En l'espace de 1 mois, il a fallu qu'on vote des aides d'urgence pour les entreprises pour pas qu'elles ferment parce que tout le monde était fermé. Donc, nouvelle délibération à distance, tous les élus étaient chez eux. La région était fermée, tous les agents étaient chez eux, n'avaient pas forcément les outils. À l'époque, on avait 2 personnes qui expérimentaient le télétravail ou 10 personnes qui expérimentaient le télétravail. Là, on était à 100% télétravail subi et donc pas bien outillés. Donc les gens étaient chez eux, pas forcément les outils encore totalement déployés parce que c'était des choses qu'on menait tranquillement. Les élus qui délibèrent en urgence avec un droit exorbitant du droit commun et une situation sanitaire angoissante et économique angoissante. Et en l'espace de 6 semaines, on a élaboré les nouveaux règlements d'intervention. Donc les services ont élaboré les nouveaux règlements d'intervention en travaillant main dans la main avec nous, ce qu'on souhaitait depuis toujours dès le début pour penser, ok, comment ça va se passer sur quel site de la région va permettre aux entreprises de se connecter. On a simplifié à mort les formulaires de demande pour aller plus vite. Et jusqu'à la fin du process, donc jusqu'au paiement, on a été capable de payer dans des temps records, des montants records d'aide à des entreprises ou à d'autres structures. Et
que nos agents eux-mêmes soient accompagnés, résilients, réussissent à travailler sans aucune rupture. Et donc ça a montré, je pense, ça aurait peut-être pu être mieux fait, mais ça a quand même été relativement correct. Ça a montré, ça a été peut-être l'illustration du fait que ces mouvements autour de l'innovation publique, de l'agilité numérique, du travail en profondeur qu'on fait de penser aux usagers, les expertises qu'on a en interne de simplification, du X-design, ou autres, finalement, on a été capable de les mobiliser. Alors peut-être pas toutes les collectivités, peut-être pas à 100%, mais on est retombé sur nos pattes alors qu'on nous l'aurait dit 6 mois avant. Je pense qu'on aurait tous, ri, quoi. Voilà. Donc on continue et c'est des enjeux qui sont passionnants. Voilà. Je Merci m'arrête là parce que je suis beaucoup. beaucoup trop longue. Merci, Merci. Laurent. Déborah. On a plusieurs questions. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a déjà quelques-unes pour les différents intervenants. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut les prendre. Je sais pas, Oui, on va les prendre dans l'ordre et puis après, nous-mêmes, on interagira. Alors, il y a une question pour Jean-Baptiste. Comment a été reçue par le grand public cette solution OneView qui collecte et centralise plein d'informations personnelles utilisées aux fins de lutte contre les impayés? Alors très rapidement, du coup, il y a pas eu vraiment de réception négative, enfin pas du tout même. Et alors pour les conditions de possibilité, j'en vois deux. Donc la première, par rapport du coup à ce qui a pu se passer pour la firme Zentoura au préalable, la première c'est le fait que du coup, en fait, c'est ce consortium. Déjà, il y a EY avec, et puis ensuite il est caché en fait derrière l'action du Insight Hub. Et ensuite, par rapport en fait il faut comprendre que dans la société britannique, la question des données est beaucoup moins sensible que dans la société française. Et en fait, du moment qu'elle est articulée à un objectif, du coup, un outcome pour les résidents qui est jugé positif. Et là, en fait, c'est pris en charge dans une politique de no one left behind. Enfin, on prend en compte tout, surtout les plus vulnérables. Ben, en fait, du moment qu'il y a des résultats, et l'épreuve des résultats, en fait, elle est à la fois sur, du coup, être capable de prendre en charge les vulnérables, ce qui a été validé avec la crise Covid, et aussi être capable de dégager des économies budgétaires, ce qui a été aussi le cas dans le cas de Barking and Dagenham. Et en fait, ce qui a posé problème dans les précédents boroughs, c'était surtout que la société Xanthura n'arrivait pas à générer ces économies budgétaires, et notamment parce qu'en fait, elle arrivait de l'extérieur et n'avait pas en fait un relais institutionnel à l'intérieur pour produire ces transformations durables. Donc c'est surtout pour ça en fait qu'il n'y a pas eu enfin c'est comme ça que j'analyse moi. Alors, il y avait ensuite des questions, remarques plutôt. Donc, je vous les livre. Ça invite à des réactions plutôt qu'à des réponses. Sur les transformations des administrations, mais alors pas tant à l'échelon des collectivités que vous avez présentées, mais à l'échelon national. Le problème d'égalité engendré par l'introduction du numérique au sein des administrations, avec des exemples qui sont donnés à l'appui, qui montrent que la dématérialisation conduit à des conditions un petit peu différentes de traitement. Par exemple, sur les demandes d'asile, seules les personnes prises en charge sont à même de gérer les convocations envoyées sur leur espace personnel. Et les personnes qui n'ont pas su comment accéder à ces espaces se trouvent déboutées. Et puis un deuxième exemple sur l'efficacité plutôt de certaines transformations numériques. Donc la création de l'ANEF, alors il faudrait préciser ce que c'est, sans validation finale de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés apatrides. Les préfectures ne peuvent pas délivrer de titre de séjour, ce qui place les personnes et les services de préfecture dans des situations compliquées. Donc il y a l'idée que cet élargissement de la prise en compte des citoyens, voire l'efficacité introduite par le numérique et peut être tempéré par des problèmes d'accès ou de traitement par le numérique d'un certain nombre d'informations personnelles. Oui, là, moi, je peux peut-être apporter quelques éléments. J'ai travaillé sur la réforme du droit d'asile en 2013-2014 et sur la mise en place du SI Asile. Donc, on l'appelait comme ça à l'époque. Il a sûrement évolué depuis. Donc, c'est très juste ce que vous dites. Alors, c'est vrai que là, on parle en plus je pense, la partie d'usagers de l'administration la plus particulière, parce qu'on parle de personnes étrangères qui sont des personnes essentiellement vulnérables.
donc qui parlent pas la langue, qui sont pas familières évidemment du pays et du process administratif. Et c'est très juste ce que vous dites. C'est compliqué pour ces personnes-là. Et là, j'ai envie de dire que c'est compliqué qu'il y ait un système d'information ou pas. Nous, avant la mise en place du SI Asile, on s'est déplacé puisque point de vue de l'usager, c'était nouveau. Moi, je travaillais côté service de l'État quand je faisais ça. On a fait le tour des préfectures. Et ben, si vous alliez en préfecture avant, donc il n'y avait pas de système d'information, donc tout était recueilli par les agents en préfecture en direct au moment de l'enregistrement, je veux dire de la demande d'asile, avec des agents de préfecture qui parlaient évidemment pas Swahili ou je sais pas quelle langue, donc incompréhension totale, difficulté de récupérer ne serait-ce que les noms, de dire mais il faut aller faire une photo, c'est des personnes qui n'ont pas d'argent, il leur fallait quand même une photo papier avec des rivets qu'on mettait avec les rivets en préfecture comme ça sur le papier. Donc et tous ces dossiers-là papier passaient ensuite à la préfecture, qui repassait en papier aussi à l'OFI, qui les mettait dans son système d'information, puis repassait quelque part en papier et qui repassait dans le système de l'OFPRA et qui ensuite repassait dans le système de la CNDA. Rien n'était connecté, rien n'était simplifié. Là aussi, il y avait autant de façons de faire, autant de process que de préfecture, hein, donc 101. Et voilà. Et donc, on a, au moment de la mise en place de ce système d'information de l'asile, déjà posé un processus d'enregistrement qu'on essayait non seulement de simplifier, mais d'accélérer, puisqu'il y avait une réforme européenne pour enregistrer les demandes d'asile en 2 jours, alors qu'en France, on était plutôt entre 6 et 12 mois, rien que sur l'enregistrement. Et voilà. Donc, ça a apporté quand même, je pense, une amélioration du service au global pour les demandeurs d'asile, parce que l'information qu'ils donnaient une fois était ensuite reprise de bout en bout. Néanmoins, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. J'imagine que dans les exemples que vous donnez, que vous avez l'air de bien connaître, il y a sûrement des questions, typiquement un espace personnel, voilà, peut-être d'accès à l'espace personnel, qui est évidemment plus compliqué, mais qui était compliqué de toute façon. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, en dehors du process administratif pur, surtout dans ce domaine-là de l'asile, tout un accompagnement des associations, du secteur associatif, qui aident à la formulation, enfin qui aident à la procédure administrative et donc quand elle est dématérialisée, à l'accès dématérialisé là-dessus. Et sur la validation finale de l'OFPRA, je ne sais pas, mais j'imagine là aussi qu'il y a peut-être des petits problèmes d'interface et de boucles rétroactives dans le process. Au final, c'est pas tant l'outil là aussi. C'est à un moment donné, si l'OFPRA décide, à quel moment on retourne, on donne l'information à la préfecture, à quel moment la préfecture a l'information pour délivrer, soit faire son OQTF, soit faire le titre de séjour. Donc c'est bien une question de process et d'articulation de processus, selon moi, plus qu'une question d'outils. Merci Déborah. Il y avait une question plus technique sur le GRU, la gestion de la relation usager. Alors on vous demande si c'est via votre site internet, via une application mobile. Enfin, pour moi, ça s'oppose pas, mais c'est. Non, ça s'oppose pas. Alors pour l'instant, la région, on n'a pas d'application mobile. Donc on a notre stratégie multicanal, elle est assez classique, c'est-à-dire qu'on a évidemment un canal téléphonique qui c'est une particularité par rapport, je crois, aux autres régions. Il me semble qu'on est la seule région. On a une plateforme téléphonique, une sorte de call center qui est mutualisée. Voilà, qui était un héritage de Poitou-Charentes et qui a été maintenu avec Nouvelle-Aquitaine. Donc ça c'est bien parce qu'en fait on a une réponse de premier niveau par téléphone qui est donnée et c'est un canal qui marche encore bien en fait, le téléphone. Il y a pas mal d'appels. On l'a rationalisé, on l'a travaillé, on est passé de 200 en numéro de téléphone à quasiment un numéro unique, etc. On a formé toute cette équipe à la relation usagée et tout ça. Donc, on a le téléphone qui marche bien. Le principal canal, c'est celui du mail. Donc, soit par des formulaires de contact sur les sites internet, soit d'autres types de réponses mail. On a sur le site internet un chatbot de la région qui est là aussi pour apporter un premier niveau de réponse et qui ensuite repartage. S'il vous plaît. Mais voilà, voilà. Donc, non, pas d'application mobile et juste, on va dire, site internet et téléphone. D'accord. Moi, j'avais une observation, une question à vous soumettre, à vous trois. C'est-à-dire que là, dans les cas français, on est quand même sur des bureaucraties
au sens traditionnel du terme, enfin sociologique du terme, d'un type un peu particulier. Vous l'avez dit, Déborah, c'est-à-dire que les régions sont des collectivités territoriales qui ont des compétences sur l'emploi, la formation professionnelle, le développement économique, la gestion des projets européens, les transports, donc qui ne sont pas des bureaucraties de première ligne dans le contact usager, et aussi bien donc dans la région Nouvelle-Aquitaine que dans la région Île-de-France, la question de la transformation numérique met au centre ou en avant un usager, un usager dont on a compris dans la région Île-de-France qu'il est un usager composite, qui était à la fois, qui pouvait être un citoyen individuel, une entreprise, un acteur privé. Et je trouvais ça intéressant et curieux. Enfin, c'est un étonnement de ma part de voir cette figure-là dans des organisations dont on aurait pu penser qu'elles étaient beaucoup plus fondées sur la gestion prévisionnelle par la donnée, et c'est quelque chose qui a l'air d'être plus présent paradoxalement dans la Greater London Authority, qui une administration plus stratégique qu'opérationnelle, d'après ce que j'ai compris. Et donc, cette place de l'usager dans les deux cas que vous avez cités en France, voilà, est-ce que c'est un effet de vos exposés ou de vos points d'attention, ou c'est quelque chose finalement de très transformateur et de très structurant, beaucoup plus que finalement on va dire la gestion prévisionnelle ou l'intégration fonctionnelle. Et je me permets d'ajouter une deuxième observation. On est dans un contexte historique, environnemental, politique, où la question de la mesure de ce qu'on produit, y compris sur l'environnement, et notamment sur l'environnement, devient essentielle. Il y a de nouvelles mesures, une nouvelle métrologie qui se met en place autour du carbone. Or, on ne l'a absolument pas évoqué. C'est-à-dire que on est sur des instruments dont on dit qu'ils sont innovants, qui vont permettre de moderniser une certaine forme d'action publique, mais sur des champs finalement assez traditionnels. Voilà, c'était une observation que je voulais vous faire et vous faire réagir là-dessus. Oui, je peux peut-être commencer à rebondir sur ce point-là. Pour la question de ce rapport un peu curieux de la région avec l'usager un petit peu inattendu, je pense qu'il y a deux mouvements de phénomènes qui peuvent expliquer ça. Donc déjà, on en a pas mal parlé, c'est la question de la transformation des administrations, la question de remettre l'usager au centre, et le fait que ça passe par le numérique et le recours à un certain nombre de méthodes de type design depuis quelques années, qui fait que finalement le conseil régional en tant qu'administration se transforme de l'intérieur, essaye de transformer sa façon de faire et donc de se rapprocher de ce citoyen dont elle est effectivement de base relativement distante, et cette distance est vraiment difficile à abolir dans la mise en œuvre de ces projets. Et puis il y a le deuxième point, je pense que Déborah complétera, c'est la compétence relative à l'innovation pour les régions, qui fait que les régions se retrouvent en position déjà de créer un certain nombre de consortiums d'acteurs et en position de répondre à des appels à projets nationaux ou européens, où on leur demande d'innover avec différentes parties prenantes et notamment les citoyens. Et c'est quelque chose qui s'observe, par exemple, quand vous regardez les appels à projets de la Commission européenne. À une époque, on demandait d'impliquer les citoyens dans la construction de connaissances, dans la fabrique de la science. Maintenant, on demande d'impliquer le citoyen dans la fabrique de l'innovation et dans la production de nouveaux produits, de nouveaux services et du territoire de demain. Et sur la question de l'environnement, alors je trouve cette question extrêmement intéressante parce que je me suis fait la réflexion aussi dernièrement. Dans les programmes là dont je vous ai parlé, il y a une composante durable qui est plus ou moins présente dans le programme Construire le futur, habiter le futur. Il y a énormément de projets qui sont en lien avec le développement durable, donc réduire les îlots de chaleur ou ce genre de choses. Mais c'est assez présent, mais pas forcément très présent dans la stratégie. Et là, il me semble, mais j'ai quitté le terrain, donc je peux pas le documenter davantage, qu'on est en train d'observer un tournant, même dans les discours de la direction Smart Région elle-même, où on est en train de parler de mettre le numérique au service de la transition.
Et je pense que là, c'est un tournant que vont adopter un certain nombre d'administrations. À voir si ça dure dans le temps ou c'est juste un effet dû à l'actualité en fait de ces derniers mois. Mais c'est probable en fait que ça transforme la façon dont on pense les projets smart et numériques à terme. Merci. Alors, vous pouvez peut-être répondre aussi, mais alors il y a une dernière question, il nous reste plus beaucoup de temps et je la pose parce qu'elle me paraît importante. Alors, je vais pas la lire entièrement, mais c'est Alain Despiau qui pointe le fait qu'il manque un élément indispensable qui serait la réconciliation des niveaux d'échelle entre les organisations complexes. Et c'est vrai que on a vu que finalement c'est-à-dire que scale matters, enfin l'échelle a un certain rôle dans tout ce que vous avez dit, notamment à Londres, quand on voit tout ce qui se passe à l'échelon des quartiers, des boroughs. Et donc, dans vos réponses, si vous pouvez intégrer cette considération sur les échelles, voilà, ça serait intéressant. Peut-être, je ne sais pas, Jean-Baptiste, si tu voulais prendre la parole, mais peut-être je vais faire une seule, essayer de tout condenser. Mais sur la question de l'usager, pour compléter simplement ce que disait Caroline, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il y a tout simplement eu des réformes qui ont fait que la nature des compétences régionales ont changé. Ça commence avec les lycées. Et donc, finalement, même s'il y a un gros cœur de métier historique B2B, on a du B2C. Donc, à un moment donné, par là, on s'est rendu compte qu'on avait des usagers finaux, quoi, parce qu'on a des lycéens à qui on sert des repas tous les jours, parce qu'on a des usagers transport qui montent dans les trains, qui montent dans les bus tous les jours. Donc, le fait d'avoir des usagers directs comme ça qui arrivent, ça a un peu par contamination structurer une approche, une relation usager et donc remettre l'usager au cœur, même pour du B2B. Et on travaille exactement de la même façon sur des personas, donc des archétypes d'usagers qui nous permettent de les traiter différemment. Voilà. Deuxièmement, sur la transition, merci beaucoup pour cette question. Non, elle est vraiment géniale parce que il y a évidemment un effet d'urgence là qui s'est accéléré depuis 1 an ou 2, enfin, on va dire depuis le Covid. Nous, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, ça a conduit, alors c'était déjà le cas même avant le Covid, mais il y a un grand programme qui s'appelle Neoterra, donc c'est vraiment pour le coup un programme de l'exécutif, d'un changement systémique autour des transitions, on va dire, pour faire très 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 rapide. Et typiquement, ça embarque, nous qui sommes en charge de l'innovation publique au sein de la région, on a notre baseline maintenant, c'est vraiment ça, l'innovation publique au service des transitions. Et donc, ça conduit à des choses concrètes où cette année, justement, en matière de data, par exemple, on a dû et on s'est structuré pour pouvoir suivre la mesure de ce qu'on fait. Donc, la consommation énergétique des lycées ou de tous les bâtiments de la région de façon générale, mais par exemple dans les lycées, en prévision, là, cet hiver, quand il y avait des questions de délestage, on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir mesurer ça pour pouvoir anticiper. Donc, c'est bien et je pense que c'est durable. Enfin, je pense que ça va s'installer dans le temps, même si c'est assez récent. Et dernière question sur les échelles. Oui, alors, oui, sur les échelles, mais si on veut laisser la parole à Jean-Baptiste. Voilà. Je laisse Jean-Baptiste répondre sur les échelles, alors ça sera avec l'exemple de Londres. Je laisse répondre. Merci Déborah. Du coup, juste très rapidement, en fait, effectivement, donc si je comprends bien la question, c'est l'idée que au travers il faut pas parler que d'instruments, mais c'est aussi des modes de travail et des formes de coordination qui passent, disons, pas centralement par des instruments. Et donc, j'ai pas eu le temps de le dire, mais en fait, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder l'exemple du London Office of Technology and Innovation. En fait, dans leur travail de coordination des boroughs, en réalité, les données, l'aspect technique est relativement mineur. Et le cœur en fait, ce sont surtout des méthodologistes. Ils inventent de nouvelles manières de travailler autour des données, des nouvelles communautés professionnelles, des nouvelles formes, en fait, de réflexion qui créent ce dissilotage parce que ça crée du commun dans les manières de faire, le fait de toujours penser, en fait, à faire le projet à plusieurs, pas faire le projet de son côté, etc. Et moi, je pense pas du tout qu'il y ait nécessairement que les données nécessairement, en fait, seraient liées à ces formes de coordination par-delà les échelles, aussi par-delà d'un point de vue plus horizontal entre organisations à un même niveau d'échelle. Mais de facto, moi, ce que j'observe sur mon terrain, c'est que ce sont des gens, en fait, qui ont grandi dans des écosystèmes où ces pensées de la collaboration sont extrêmement structurées. Et donc, en fait, quand ils arrivent et avec des projets data, ils embarquent avec eux toute une série de méthodologies de travail qui en fait, dans les faits, veulent créer des formes d'organisation beaucoup plus intégrées, ce qui sert, en fait, in fine, du coup,
entre guillemets les intérêts de l'autorité métropolitaine, mais c'est en fait lié à leur véritablement philosophie en fait de fonctionnement des organisations. Et ça c'est très marqué, et c'est en fait assez peu directement lié à des instruments précis. Déborah, alors juste un petit mot si vous voulez compléter, puis on va conclure cette séance de webinaire. Oui. Non, mais je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Jean-Baptiste. Peut-être dire aussi en France, il y a également toute une forme d'organisation quand même depuis une dizaine d'années sous la forme de laboratoires publics. Donc, qui sont des endroits où on décloisonne déjà entre administrations, parce quand vous parliez tout à l'heure dans la question de couches, il y a ça aussi, hein, il va y avoir le guichet de la métropole, du département, de la ville, parfois sur des compétences partagées, l'État à côté. Donc, le citoyen s'y repère pas vraiment. Donc, les labs, la logique de lab décloisonne les administrations déjà entre elles et intègre aussi des partenaires privés ou des citoyens aussi, tout simplement, des entreprises. Et voilà, on a plutôt cette culture de lab aussi en France qui est très bien installée en matière d'innovation et en particulier sur les sujets de data. Je vois qu'il y avait une autre question, mais j'ai pas eu le temps de la lire. Oui, moi non plus. Voilà, bon, on va devoir s'arrêter. On peut prendre peut-être une petite minute en plus. Tu as le temps de la lire, Antoine, cette question? Oui, c'est plutôt une remarque sur un intérêt conjoint et avec des observations similaires sur un autre terrain d'études. Mais en fait, c'est un terrain sur lequel, juste très rapidement, du coup, cela le merci. En fait, on travaille aussi avec Antoine sur les questions du coup de documents d'urbanisme, et effectivement, c'est sur ces processus qui sont des processus multi-acteurs. On voit que les questions du numérique, en fait, jouent un rôle aussi pour intégrer ces processus de création de normes et de règles, et le numérique et les données ont un rôle à jouer sur ces questions, et du coup, on pourra échanger. Oui, c'est vrai qu'on travaille dessus en ce moment avec Antoine, donc avec plaisir. Bien, écoutez, je crois que nous allons nous arrêter là. Il y a des tas de fils qu'on aurait pu tirer dans d'autres directions sur le rapport aux consultants, aux acteurs privés, sur l'obsolescence des compétences, sur les réorganisations. Bon, nous n'avons pas le temps. En tout cas, c'était très riche et très intéressant vos contributions. En tout cas, c'est mon point de vue. J'espère que les personnes à distance ont trouvé ça également intéressant et stimulant. Et donc nous arrêtons là. Antoine, tu veux ajouter un mot? Peut-être pour dire qu'en fait, on va poursuivre aussi ce cycle de webinaires et qu'on est en train de travailler donc avec François sur une prochaine séance dont on annoncera le programme très prochainement.